Salut le hockey franco, on est à Tours aujourd'hui pour le tournage de l'émission. C'est un peu particulier pour moi puisque c'est là que j'officie dans la tribune de presse qui est un peu plus loin là derrière nous dans le décor d'habitude. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Christophe Pasquier. Salut à toi Christophe. Bonjour. Voilà, le fils du créateur de l'ASG Tours. Ça rappelle des années, des belles années glorieuses. Au début des années 70, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. En tout cas, je te remercie d'avoir fait l'effort de venir à l'émission. Merci à toi. Merci. Et puis Charlotte Girard. Salut Charlotte, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Donc évidemment, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà, arbitre du plus haut niveau international, de JO à ton actif, et beaucoup de souvenirs sportifs magnifiques, de grandes compétitions. Donc écoute, ça fait très plaisir de te voir ici. Tout simplement, où tu en es en ce moment? On sait que les JO étaient un grand moment de ta carrière. Voilà, tes envies pour la suite? Alors pour l'instant, je me remets de blessure, hein, donc je n'ai pas encore pris de décision pour la suite. Tout simplement parce que je veux faire les choses bien comme il faut. J'attends que mon corps revienne et après la tête suivra. Parfait. Alors on a ce magnifique drapeau olympique, bon, pas dans le bon sens, mais c'est le décor qui veut ça. Et puis surtout tes deux maillots d'arbitre, Pyeongchang et Sochi, on imagine que c'est un accomplissement tout juste incroyable quand on a commencé, voilà, arbitre en France, à Bourgueil, Angers après ton club, et puis voilà quoi, la magie des JO, quelle aventure. Je suis passée par Tours aussi, hein. J'ai fait 2 saisons à Tours, donc j'ai aussi mis ma toute petite pierre à l'édifice du club en équipe féminine à l'époque. Des JO, c'est l'accomplissement d'une carrière de sportif et puis c'est toujours fantastique de pouvoir y participer et quand on renouvelle l'expérience, c'est encore plus magique. Ça ne fait que confirmer les premiers. Je pense que j'aurais jamais signé pour ça il y a 10 ans quand je suis devenue arbitre international. Alors ce sont des marches à franchir, on imagine qu'entre la marche nationale et internationale, le niveau est costaud. Comment tu as fait pour te préparer à ça? Comment ça s'est passé? Alors il y a des marches, ne serait-ce qu'au niveau national, hein, entre arbitre de club, arbitre régional, arbitre national. Et puis après au niveau international, il y a aussi tout un tas de marches. On commence dans une petite division et puis après on gravit les échelons aussi jusqu'au niveau olympique. C'est extrêmement dur. On a pour coutume de dire que la sélection des arbitres est aussi pointue que la sélection des joueurs, en fait. Il y a le même pourcentage qui arrive tout en haut. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. Et puis c'est surtout prendre les choses étape par étape pour ne pas les griller. Et puis avec la candeur de se dire, ah bah tiens, est-ce qu'il y a une étape encore derrière? Alors il y a aussi, on en parlait au cours de nos nombreux échanges, parce que c'est toujours passionnant de discuter avec toi, la dimension psychologique et celle d'avoir sa place dans un groupe. Et le groupe des arbitres, c'est un groupe en soi. Alors tout le monde n'est pas sur la glace en même temps, mais c'est important cette notion-là. C'est une vraie notion. On est une équipe, vraiment. On a l'habitude de dire qu'on est toujours la meilleure équipe sur la glace. On n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour perdre, mais on est là surtout pour diriger les deux équipes et le match dans un contexte de fair play, bien sûr, et de dimension physique. C'est très très important, on ne peut pas être au top du top sans être comme les doigts d'une main. Donc il y a une vraie dimension psychologique. On change de partenaire et de collègues toutes les semaines, tous les matchs. Donc c'est un lien à tisser très très rapidement à chaque fois. Et j'ai presque envie de te dire que mon impression était que quand tu arrives au JO, quand c'est le moment des JO, je ne veux pas dire que le plus dur est fait, mais finalement, y a beaucoup de plaisir, évidemment, une grande attention portée aux détails, etc. Mais on est déjà prêt, en fait. Et puis, tu es avec des arbitres qui ont un niveau comme le tien, le plus haut niveau mondial, et donc c'est presque facile à ce moment-là. Presque. C'est presque facile, effectivement. Un des plus grands moments des JO, que ce soit pour Sochi ou pour Pyeongchang, ça a été l'appel de la Fédération internationale pour me dire que j'étais sélectionnée. C'est une émotion qui est vraiment particulière de dire bah, ça y est, parce qu'à chaque fois c'est des longs mois d'attente, voire même des années, donc c'est très compliqué. Donc effectivement quand on arrive plus serein, on arrive dans une équipe qu'on connaît, parce que j'ai beau être avec une douzaine de nationalités différentes, c'est des filles avec qui j'arbitre sur les championnats du monde. Donc là il y a une vraie cohésion, on sait pourquoi on est là et on sait toutes qu'on est là pour quelque chose de spécial, sans être en concurrence les unes avec les autres. Est-ce qu'il y a une curiosité des filles des grands pays, de la Suède, de la Finlande, du Canada, des États-Unis, pour le hockey en France? Comment ça se passe? Comment vous arbitrez? Est-ce que vous êtes à 4 tout le temps? Voilà, comment tu es arrivé à ce niveau-là en partant d'un petit pays du hockey? Oui, c'est ça. Quand je dis que je suis française, alors il y a toujours, en premier, c'est la blague, les Français qui mangent des escargots, des cuisses de grenouille, ou qu'est-ce que... Enfin voilà, ah ouais, il y a du hockey en France.
Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, le hockey en France, on ne me pose plus la question en me demandant si j'arbitre du hockey en France, parce que c'est dingue. Maintenant, le hockey français est quand même rentré dans le théâtre du hockey mondial chez les meilleurs, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Mais ouais, il y a des questions. On est toujours étonnés d'avoir des filles au plus haut niveau. On a la chance d'être 2 à arbitrer en Ligue Magnus. Et c'est une vraie force pour nous d'arbitrer les hommes, mais c'est aussi une faiblesse parce qu'on voit rarement du jeu féminin. Et maintenant, la différence entre le jeu masculin et le jeu féminin est telle que c'est une réelle expertise à avoir. Tu as une psychologie particulière à avoir en tant qu'arbitre féminine, justement au milieu de mecs, etc. Est-ce que tu vois des fois des comportements un peu qui changent, ou dans la manière d'approcher, ou dans ou la surprise peut-être de ah tiens, j'avais oublié que c'était une fille en fait qui arbitrait, quoi. Alors en France, quand on arrive en Magnus ou même en D1, les joueurs nous connaissent déjà. Ça fait longtemps que je suis sur le circuit, donc il n'y a plus cette appréhension. Il y a les nouveaux joueurs qui arrivent d'autres pays, les étrangers. Ah bon, il y a une femme. Alors il y a 2 types de réactions, voire même 3. Il y a la réaction tout à fait neutre, peu importe, du moment que l'arbitre siffle ce qu'il a sifflé, un homme ou une femme. Il y a celle un peu machiste qui arrive, mais assez rarement, parce qu'une fois qu'on a prouvé notre compétence, ça ne fait plus débat. Et il y a l'aspect des fois un peu charmeur, où bah tiens, on va me ramasser le palais, peut-être un petit peu plus qu'un de mes collègues masculins, mais ça ne va pas au-delà de ça, c'est une galanterie supplémentaire, voilà, tout simplement. Oui, puis ils gagneront rien au niveau de leur Absolument traitement rien. sur le match a priori. Non. Donc il y a les relations avec les joueurs évidemment, il y a les relations aussi avec tes collègues, pas toujours simple. On sait que voilà, tu as dénoncé quelques pratiques liées au sexisme, etc. Et on le disait, on en discutait tout à l'heure, pas forcément volontaire, c'est pas de la méchanceté ou des actes volontairement nuisibles, mais quand même ça affecte et tu en as parlé. Voilà, oui, j'en ai parlé, j'en parlerai pas beaucoup plus là parce que mes avocats m'ont conseillé de le taire, mais en tout cas, effectivement, même si beaucoup de remarques sexistes, elles sont souvent pas fondées sur une méchanceté, mais plutôt sur de la jalousie. Je m'arrêterai là. Ouais, c'est un sujet compliqué. Ce qu'on pourrait dire en tout cas, c'est que c'est très important d'écouter. Ça doit être sûrement le rôle principal de la fait des associations qui se créent, etc. D'écouter les témoignages, de les respecter et après de travailler dessus. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Je sais que c'est un peu compliqué d'en parler maintenant. C'est censé être l'idée de tout ça, oui, effectivement. Donc on espère que voilà, ton témoignage servira à ça à l'avenir, même si ça prendra du temps. Oui, mon témoignage, c'est vraiment ce que je porte, c'est pour les générations futures. Je ne suis pas là dans un esprit de délation, je suis vraiment là pour faire avancer les mentalités là-dessus. Alors quand on a atteint le plus haut niveau olympique, etc., est-ce qu'on arrive encore à se fixer des challenges, peut-être dans le monde professionnel? C'est parce que, on le rappelle, les arbitres en France ne vivent pas que de ça, ce serait complètement impossible. Il faut travailler beaucoup à côté, s'impliquer beaucoup. Toi en plus tu fais du sport dans des clubs à côté, en plus ça fait des agendas très 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 importants. Donc c'est ça ton terrain maintenant principal au niveau des challenges, des défis? Alors j'ai toujours eu une carrière professionnelle, bien sûr, professionnelle dans une entreprise, à côté de ma carrière sportive, parce qu'en France on ne vit pas de l'arbitrage. Maintenant, je pense que les nouveaux défis vont être professionnels. J'ai toujours fait mes choix professionnels en fonction de mes décisions sportives et de mes objectifs sportifs. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur le professionnel. Et effectivement, il faut aussi trouver pourquoi on se lève le matin. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un désavantage en soi de ne pas être purement professionnel dans le hockey en termes d'arbitrage. En même temps, ça ne t'a pas empêché d'atteindre le plus haut niveau mondial. Et en termes d'équilibre dans la vie, c'est peut-être mieux finalement d'avoir aussi une vie professionnelle à côté, des collègues différents, de ne pas parler de sport et de hockey toute la journée. C'est bien, ça ne nous enferme pas dans une seule pratique. Je fais du hand à côté en pré-national et puis quelques autres sports. J'aime ça, je n'aime jamais m'enfermer dans une pratique particulière. Ça permet de pouvoir faire aussi un transfert de compétences de l'entreprise au monde du hockey et inversement, parce qu'il y a beaucoup de mutualisation sur le haut niveau, sur la performance, sur l'excellence. Et alors du coup, on va reparler du fait que tu es une femme, évidemment, et de la sororité, c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément. Toi, tu travailles beaucoup autour de cette notion-là. Il y a des associations qui travaillent à ce que les femmes s'entraident aussi pour accéder à des postes importants qui ont longtemps été, et encore maintenant, très largement occupés par des hommes. C'est aussi un combat du quotidien. C'est pas que dans le hockey, c'est la société en fait qui a besoin d'évoluer. C'est la société. On est, je pense, à un tournant du point de vue de la sororité. Les femmes n'ont jamais été aussi impliquées et mises en réseau que maintenant. Il faut que ça continue. Les hommes maîtrisent ce genre d'affaires depuis des siècles. À nous de faire notre place, hein, une fois de plus. Ce n'est pas un combat contre les hommes, mais c'est vraiment un combat pour la mixité. C'est-à-dire, on n'est pas
1 contre 1, c'est vraiment 1 plus 1 pour faire 2. C'est vraiment là-dedans. Moi, je m'engage tous les jours dans la société civile, auprès de jeunes, à peu près 1 200 000 jeunes pour lesquels je suis ambassadrice aujourd'hui sur des termes de mixité, d'engagement citoyen. C'est vraiment ça. C'est la mixité et de lutter contre le sexisme. C'est pas pour dénoncer des choses purement masculines, mais c'est simplement pour faire une société plus égalitaire. C'est un beau message. Alors on voit dans le décor, il y a les maillots d'arbitre, il y a le drapeau olympique évidemment, et puis il y a des casques et des gants du club actuel de Tours, les Remparts, mais ça n'a pas toujours été les Remparts, et donc je me tourne naturellement vers Christophe Passier, puisque la SGT a connu une histoire de presque 40 ans, l'association sportive de glace de Tours. En tout cas, et c'est ton père en fait qui a vraiment lancé la dynamique de ce club-là avec Monsieur Bourget. Voilà, vraiment un tandem de passionnés qui a permis au Hockey Tourangeau de fleurir à vitesse impressionnante. Début des années 70, c'est ça, 1972 à peu près? Oui, c'est parti 74. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as vécu ça? Alors, ça voilà, va être long, t'as du temps. on a du temps et puis surtout de la passion. Non, simplement, du coup, à l'origine, c'était un vrai défi d'implanter le hockey à Tours? Non, ça a été mon père, le hockey, c'était pas son truc, c'était plutôt le foot. Et puis, quand on a vu qu'il y avait une patinoire qui s'est montée à Tours, eh ben, on était un groupe de copains, de gamins qui venaient patiner. Et puis, on s'est pris de fête à ce jeu-là. Et puis, petit à petit, on était passionnés. Et puis, bah, il y a eu un club qui s'est créé. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Mais c'est vraiment parti après, on peut dire, quand Patrick Savière est arrivé à Tours, qui était mon entraîneur étant plus jeune, et qui a vraiment, lui, nous a donné les vraies bases, la vraie mentalité pour jouer au hockey et pour arriver là. Puis après, je te dis, un groupe de copains, on était soudés. Il y avait des noms comme Charlie Tillien, Alain Blanchet, Gilles de Saint-Germain, les 2 frères de Coq, que tu dois un peu connaître, tous ces gens-là. Et puis voilà. Et puis autour de ça, bah, mon père, qui a toujours été quelqu'un un peu d'entreprenant, a fait venir les premiers joueurs étrangers. Et comme on le sait, c'est lui qui a lancé un peu les joueurs étrangers en les payant. Et puis il a voulu instituer une équipe semi-professionnelle en payant les joueurs pour jouer, s'entraîner, des règles, un fondement. Et puis bah, c'est ce qu'il est arrivé au bout de quelques années, parce que les résultats ont été là rapidement, quoi. C'est vrai que Tours est arrivé un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Il y avait les montagnes qui étaient là, qui étaient dominantes. Il y avait eu par le passé Lyon et Paris, à la limite, qui avaient su un petit peu exister ou rivaliser. Mais Tours, premier club, on a dit professionnel, plutôt semi-professionnel, ce serait plus exact. Ce qui est un peu injuste, c'est qu'on a parfois retenu ce côté professionnel, ces étrangers, mais qui avaient vraiment une bande de jeunes, dont tu faisais partie d'ailleurs. Ah oui, bah, des jeunes joueurs ici qui ont été formés et sans qui rien ne se serait passé. Bah, sans les jeunes, je vais te dire ce qui s'est passé. C'est qu'en 79-80, on était champions. On est de la même année, on est de 58, et on était appelés sous les drapeaux, donc on était 7 jeunes à être appelés sous les drapeaux de Tours. Et mon père, qui connaissait bien le maire de Tours, Royer, il avait dit pas de problème, ils verront rester à Tours. Hein. Seulement, on s'est tous retrouvés à 4 coins de la France. Et ben, il est vite monté dans le bureau du maire, il dit écoute, cette année, il n'y aura pas d'équipe de hockey, il n'y a plus personne. En 48 heures chrono, on était remis sur Tours, et avec des avantages qu'on n'oubliera pas. Et puis ça a vraiment été une super année pour nous aussi bien point de vue militaire qu'on a passé tous de bons moments, parce qu'on était vraiment soutenus par tous ces gens-là. Et puis, bah, écoute, c'est sûr que sans ce noyau-là, il n'y aurait pas eu le reste. Bon, on ne peut pas avoir qu'une équipe de joueurs étrangers. La preuve en est cette année à Tours. Je crois que ça le démontre bien qu'on a besoin aussi des fondements tourangeaux et de joueurs français pour y arriver, quoi. Surtout que les joueurs étrangers soient un vrai plus, apportent quelque chose, voilà, ouais, c'est sûr. Leur façon surtout à notre époque, leur façon, eux, c'était des vrais professionnels, nous, on n'était pas. Et des gars comme Pelofi, Fiedler, tous ces gens-là, ou les 2 frères Lucier, qui ont été des gars super extraordinaires, bah, leur mentalité de joueurs canadiens, nous ont beaucoup apporté, quoi. Nous, on était des gamins de la rue, et eux, c'était des vrais. Ils avaient cette mentalité de hockey que nous, on n'avait pas, quoi. Alors, j'en discutais avec
mon collègue Gérard Mathieu qui a suivi toute cette histoire-là de près avec beaucoup de passion. Lui aussi qui me disait le joueur qui l'a le plus marqué c'était Paulin Bordelot. On se rappelle pas maintenant et on s'imagine pas, mais c'était des joueurs de calibre NHL. Ah, je l'oublie, c'est vrai. Paulin était pour nous dans les vestiaires était un père. Il nous soutenait, il nous expliquait ce qu'il fallait faire, jamais un mot plus haut que l'autre. C'était un vrai professionnel, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui a... Quand on se retrouve entre anciens joueurs, Paulin, c'est vraiment un des joueurs qui nous a marqués, quoi. Alors après, l'histoire de Tours a connu des soubresauts, comme tu disais, des moments de gloire assez rapidement finalement, avec les 2 coupes et puis avec de France, alors que le club était même pas en élite, je crois, quand il a remporté les 2 coupes. Ah, oui. C'est incroyable comme exploit. Maintenant, ce serait fou de réussir ça et très difficile. Donc le titre de champion, voilà. Après, l'histoire a joué aussi. Il y a eu des changements de philosophie assez radicaux, etc. Toi, tu as continué de suivre ça avec beaucoup d'attention forcément, j'imagine. C'est l'histoire familiale. Oui, moi, c'est dans les gènes. On suit, on est... le week-end, on est sur les résultats. Bon, moi, je suis encore toujours un peu dans le milieu du hockey. Voilà. Bon, j'équipe un club comme Rouen, où quand même j'étais encore jeudi avec les joueurs. Et c'est vrai qu'on est toujours, passionné par ce sport et on commente les matchs. Et voilà, pour nous, ça restera à vie, quoi. Et finalement, ça t'a pas piqué à titre personnel de devenir président comme ton père l'a été, d'être un dirigeant très, très actif, c'était moins ton truc. Peut-être que tu as aussi vu le fait que ça consomme beaucoup aussi d'énergie, de temps. Ça prend du temps. Moi, j'ai continué après, quand j'ai arrêté de jouer au hockey en 86 sur la glace, j'ai arrêté 1 ou 2 ans, mais après, j'ai joué au roller. Et le roller m'a apporté pas mal de choses, parce que j'ai eu des titres aussi. J'ai retrouvé des anciens joueurs. C'était pas professionnel du tout, là. Le roller, c'est vraiment un sport de salle. Et puis, j'ai pas eu l'envie, puis pas eu l'occasion. Après, mon père, malheureusement, est décédé en 2011. Je me suis retrouvé avec une société à gérer, puis là, maintenant, une autre. Et puis, voilà, comme tu dis, il faut garder un peu de temps pour soi aussi. J'aime bien faire un peu de vélo le week-end, me balader aussi. Mais bon, pourquoi pas un jour, pourquoi pas, quoi. Ouais, c'est vrai que tu parlais de 2011, il y a eu, on a perdu Pascal Del Monaco aussi, qui était une vraie figure du club, qui était venu des montagnes. Et c'était assez peu de temps après la fin de la SGT, ça a dû quand même être un vrai crève-cœur de constater que par une gestion approximative ou pas très sérieuse, on met fin à quasiment 40 ans d'histoire du hockey à Tours sous cette forme-là de la SGT. Ouais, on va pas faire de commentaire là-dessus, je pense qu'il y a des torts de part et d'autre, mais bon... c'est aussi pas facile, comme on le voit, comme tu le sais, dans les clubs, de faire vivre les clubs en France, quoi. Parce que c'est quand même pas évident. Donc c'est quand même, je pense, un combat de tous les jours. C'est une vraie entreprise. Si on veut s'occuper d'un club, il faut y être non-stop, quoi. Moi, ma philosophie, c'est un jour je fais ça, je ferai comme je fais dans ma société. Je compte pas les heures, mais j'y serai. Mais je le ferai à ma façon, quoi. Alors c'est vrai que moi je suis arrivé en 2009, ici comme journaliste sportif, c'était la dernière saison de la SGT en Magnus, on ne savait pas évidemment à ce moment-là. Et ce qui m'a frappé en arrivant, c'est vraiment ce manque de lien entre les gens qui avaient fait l'histoire de ce club, comme toi, comme Patrick Sawyer, comme Yvon Bourgault, des anciens qui étaient complètement écartés en fait de la gestion du club, qui étaient mis à l'écart, et puis une gestion... Je ne vais pas dire ça écarté, c'est que nous aussi on n'a pas eu la volonté. Si Yvon, il était longtemps quand même, puis il revient un peu. Mais si on n'a pas eu la volonté aussi... Moi, je n'ai pas eu la volonté de m'impliquer dans le club. Même, des fois, j'ai eu des appels du pied de certains présidents, dire tiens, tu pourrais t'occuper, même celui de cette année, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté de m'impliquer dans un club, quoi. Je ne dis pas qu'un jour je ne le ferai pas, mais je viens d'avoir 60 ans il n'y a pas longtemps. Dans 2 ans, je pense que peut-être, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Qu'est-ce que tu imagines alors pour un club comme Tours qui a connu le plus haut niveau, mais maintenant il y a bien longtemps, le hockey a bien changé. Il est du coup assez professionnel maintenant en Ligue Magnus. Il y a des critères quand même financiers et globaux en termes de société et tout qui sont un peu complexes à monter. Est-ce qu'un club comme Tours peut espérer revenir dans cette zone-là de l'élite ? Je lui souhaite, mais bon, il faut que aussi le tissu économique de la ville de Tours le permette, parce que comme tu le sais, on n'a pas des grosses industries, voilà. Après, il faut trouver des sponsors peut-être nationaux, mais mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite.
Je pense que ce que fait actuellement le club, et honnêtement, le président, je le respecte, le dialogue que j'ai eu avec ce président-là m'a plu, quoi. Et puis après, son feedback aussi, parce que, voilà, de refaire renaître par le hockey tourangeau et puis le hockey français, en mélangeant quand même du hockey aussi avec des joueurs étrangers, parce qu'ils apportent quand même le savoir-faire, et puis souvent le plus dans les matchs. Mais je pense qu'il est sur la bonne voie, quoi. Il ne faut pas aller trop vite. Tu sais, des clubs, je pense Magnus, il y en a plus d'un qui tire la langue. Hein. Oui, puis il y a des exemples de villes à peu près qui pourraient être beaucoup comparées à Tours comme Dijon qui ont connu Dijon des et épisodes Épinal, douloureux. Épinal l'année dernière, que je connais bien parce que j'y ai laissé des plumes. Et ça refroidit aussi, il ne faut pas aller trop vite. Ça se construit un club, ça se fait pas comme ça. Regarde le club de Tours dans le temps, comme tu dis, on est vite monté, mais on est tout de suite descendu. Hein, parce qu'on a été peut-être un peu trop haut, un peu trop vite. Puis dans ces moments-là, tu évinces souvent des gens que tu aurais peut-être besoin, quoi, voilà, de garder. Il faut garder, si tu veux, cet esprit de club, parce qu'il y a un esprit. Puis Tours, c'est un village, hein, tout le monde se connaît, ça va très vite. On peut très vite monter, mais on peut très vite descendre, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais même que c'est plus dur de vite monter que de vite descendre. Ça a été le cas pour les tribunes. Là, aujourd'hui, voilà, au match, elles ne sont pas pleines. Alors que quand on a connu, ne serait-ce qu'en les débuts des années 2010, quand les remparts sont nés, en D3, moi, je puis en pense D2, que le plein. temps, il fait aussi... même moi, je ne suis pas encore venu voir un match. Je pense que je vais venir contre Briançon. Mais bon, tu as des occupations. Voilà, t'es pas... Dès qu'on va se mettre dedans, je pense que si on gagne et si on sait faire, le public reviendra, parce qu'il y a un vrai public à Tours. Il y a un vrai public, mais c'est sûr qu'il faut le reconquérir encore, quoi. Dans le hockey français, c'est un peu la difficulté du modèle économique. Comme il n'y a pas de base de droits télé ou etc., en fait, on tient sur peu de piliers au niveau financier. Les subventions, mais on sait qu'aujourd'hui, l'argent public se fait rare. Et les subventions privées, évidemment, enfin le sponsoring en tout cas. Et puis les recettes, billetterie, etc. Donc ça rend le modèle fragile en fait, des clubs français un peu. Bah oui, c'est 3 critères, hein, les sponsors, la billetterie, qui fait qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui baisse par rapport à l'autre, quoi. Mais ça, c'est sûr. C'est pour ça que les clubs, je pense, les gros clubs, ils veulent tous aller le plus loin possible pour, dans la saison, amortir et faire les quarts de finale, voire les demi-finales, voire les finales, quoi. Alors de l'âme de ce club, Tourangeau, voilà, que toi tu as connu depuis avec ses débuts, qu'est-ce qui devrait être le plus conservé maintenant? C'est quoi l'essentiel? C'est vraiment de ce que tu disais, de penser à un projet collectif où tout le monde puisse trouver sa place parce qu'on n'a pas trop le choix. Je pense qu'il faut... Il faut savoir rameuter tout le monde, tous les gens. Il y a des gens à Tours qui ont des compétences dans le hockey, aussi bien point de vue matériel, point de vue professionnel et autre chose. Pourquoi pas leur demander de temps en temps leur avis, quoi. Et puis voilà, pas vouloir faire tout seul son bonhomme de chemin. Moi, j'ai une entreprise, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de mes gars qui sont là, mes associés, mes banquiers, mes fournisseurs. C'est un groupe. Et quand on a compris ça, déjà, on va plus loin et plus haut, quoi. Ah, ça fait une très belle conclusion à cette émission. Merci Christophe d'avoir passé ce temps-là avec nous. Merci beaucoup à Charlotte, à toi aussi. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et puis on va tout de suite retrouver Frère Marc pour sa chronique sur l'histoire du hockey français. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission Tourangelle. Tours a été appelé le premier club de plaine champion de France, alors que certes, d'autres l'ont été avant lui dans les villes de Paris, Boulogne-Billancourt ou Lyon. Mais Tours peut être appelé plus exactement le premier club post-68ard champion de France, en référence bien sûr non pas aux manifs étudiantes de mai 68, mais aux JO de Grenoble de 68, à partir duquel des patinoires ont essaimé dans toute la France. En 10 ans, en effet, en moins de 10 ans même, le club parti de rien est arrivé jusqu'au sommet. Ce club qui au départ était une bande de copains et est monté comme tel,
s'est étoffé peu à peu de vedettes canadiennes recrutées par le président Albert Pasquier. En 78, pour l'arrivée en élite, sont arrivés 2 joueurs bien connus dans les Alpes, le défenseur Pascal Del Monaco et Guy Galliet, plus une vedette nord-américaine, Joe Fiedler. Et puis l'année suivante, Albert Pasquier a encore recruté une immense vedette, André Peloffi, qui fut un temps meilleur marqueur de la HL, plus un petit teigneux, lui aussi canadien en France comme Galliet, John Stinco. Dans ce championnat où il n'y avait qu'un seul étranger par équipe, évidemment, cela fit scandale. Surtout dans les Alpes, où on n'aimait pas beaucoup les clubs de plaine qui venaient troubler les jolis derbys du hockey alpin qui dominaient jusqu'ici le hockey français. Peloffi, dès son arrivée, fut accueilli par un comité d'accueil spécial, huée, jet de pièces. Mais cela ne perturba pas tant que ça les visiteurs, car ils étaient composés de joueurs à très forte personnalité, comme Peloffi et Fiedler. Des caractères si forts en prête qu'ils se rebellèrent même à mi-saison contre leur entraîneur Adolf Sprintsel, un Tchèque, qui n'était pas le mieux placé pour gérer des Canadiens peu habitués à une telle autorité et qui n'avaient pas trop envie d'écouter ses conseils tactiques d'une philosophie si différente de la leur. À bientôt, chers amis du hockey français, pour de nouvelles histoires. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!